Bonjour tout le monde et tout d'abord, pour cette premier atelier de janvier, permettez-moi, au nom de l'AFDAF, en mon nom et au nom de toute l'équipe de l'AFDAF, de vous adresser nos meilleurs vœux pour l'année qui vient, pour l'année 2024. Voilà. Et donc, écoutez, euh, je pense que nous allons pouvoir continuer dans nos bonnes habitudes avec cette fois-ci une illustre inconnue que j'ai Non. découvert grâce à Catherine. Oui, oui, Cosima Wagner, et que nous allons donc découvrir ensemble maintenant grâce à vous. Catherine, Alors, bonne soirée, à toi la parole. merci. Alors, j'ai perdu mon partage d'écran. Est-ce que vous le voyez? Oui, Vous le voyez? Moi, je ne le vois plus. Alors, ça, c'est chouette. Attendez, je vais l'arrêter et le recommencer parce que je ne l'avais pas. Je l'ai perdu. J'ai fait une fausse manœuvre, une mauvaise manœuvre. Alors, je recommence. Bon, voilà. Et vous voyez en grand, là, vous voyez tout bien? Il est réduit, mais on le Oui, voit. il est réduit. Alors, comment je fais pour le... Ah, parce que j'ai En une haut, barre. Oui, I know, oui. en Mais j'ai une haut espèce de là. barre. Oui, oui, je sais en haut à droite. Mais en haut Non, à droite, j'ai... affichage. Affichage. Tu as une colonne affichage normalement. Oui. Voilà, voilà ici. Hmm. Tu cliques et... Mode plein écran. Alors, oui, alors c'est où le mode? Ah, bah, peut-être ça, tiens, la télévision, là. Voilà. Non, 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 non. Ah, ben Oui, voilà. très bien, Oui, très bien, là, Allez, vous le parfait. voyez très parfait, grand. parfait. Moi, ça m'aide Très, pas beaucoup, mais vous, ça va aller. très Bon, bien. Non, alors on non, va faire comme enfin, ça. vu d'ici, Oui. c'est impeccable, Catherine. Eh Vas-y. bien alors, on va continuer comme ça. Bon, alors, Cosima Wagner n'est pas du tout une illustre inconnue, parce qu'à vrai dire, la culture générale, c'est vraiment extrêmement relatif. Hein. Moi, pour moi, c'est pas une inconnue, mais si on me parle de cinéma, alors je ne connais rien. Donc, ça dépend. C'est quand même la fille de Liszt et l'épouse de Wagner. Donc, c'est tout de même une personne qui a, on va dire, quelques titres de noblesse. Bien. Alors, donc ça va être l'épouse de Wagner. C'est ça qui va nous intéresser ce soir. Elle est née le 24 décembre 1837 à Côme, en Italie, au bord du lac de Côme, à 14 heures. Donc c'est un personnage capricorne. Alors, elle a Mercure, je pense à Astrid, elle a Mercure franchement hors limite, on va le voir tout à l'heure. Le Soleil et Mars légèrement hors limite, c'est-à-dire limite, quoi, on va dire, hein, limite. Elle a le nœud nord, pour vous donner le tableau, le nœud nord sur le point d'exaltation du Soleil, donc ça va être une vocation très acharnée. Pluton en seule planète de feu, donc l'ardeur, etc., ce sera Pluton, il va falloir qu'il se démarque. La seule planète d'air, c'est Vénus, et elle est au Verseau. Hein. Ils sont tous les deux donc singletons dans leur catégorie. Alors, sa mère, donc moi je vois plus ma bande à gauche, mais c'est pas grave. Là voilà, sa mère, c'est Marie Dagou. Marie Dagou, c'est une amie de George Sand, pour vous donner une idée. Hein, enfin, une amie, des deux amies ennemies, pour dire. Et donc, cette Marie Dagou, la voici, elle est sa mère à elle, ça c'est important pour la suite. Bon, son père, c'est un noble français, mais sa mère, c'est une fille riche de banquier juif convertie au protestantisme allemand. C'est-à-dire qu'elle va parler allemand. Et sa mère, c'est aussi intéressant pour la suite, sa mère voulait épouser un prisonnier, donc son père, et pour l'épouser, ses parents ne voulaient pas parce qu'elle était juive, convertie au protestantisme allemand, etc. Elle ne pouvait pas épouser un Français. Elle s'est fait enfermer dans la prison, dans sa cellule, dans la cellule du jeune homme qu'elle convoitait, la mère d'elle, de Marie Dagou, donc la grand-mère de mon héroïne. Et du coup, son honneur était perdu puisqu'elle avait passé la nuit dans la cellule du jeune homme et on a été obligé de les marier pour sauver son affaire. Vous voyez, c'est déjà une grand-mère qui sait ce qu'elle veut. Et donc, elle, comme bien souvent, il y a un retour, c'est une personne très stricte sur les conventions. Marie, sa fille Marie, elle lui fait épouser le comte d'Agou, qui est un homme tout à fait respectable et tout à fait correct. Et ils ont deux enfants. L'aînée Louise meurt, donc la fille de cette femme meurt quand elle a 6 ans, le couple se déchire, ça va moins bien. Et lors d'un récital de piano très mondain dans un salon, comme vous avez des salons mondains, elle rencontre Franz Liszt. Alors là, quand même, Marc, tu as entendu parler de Franz Liszt, le très célèbre compositeur et pianiste. Donc, c'était un génie au piano, il joue ses œuvres, etc.
et elle tombe folle amoureuse de Franz Liszt. Au début, elle ne la regarde pas trop, mais finalement, passion dévorante, passion irrépressible des deux côtés, et elle va s'enfuir avec Franz Liszt, en plantant là son vieux mari. Hein, déjà que maintenant, ça ferait un choc, mais alors à l'époque, vous imaginez le scandale, et sa mère est tout à fait désolée, parce qu'elles étaient parties ensemble en voyage, et sa fille a dit, mais je ne rentre pas à la maison, je pars avec Franz Liszt. Donc, ils vont vivre une passion absolument dévorante, et ils auront 3 enfants, et Cosima, notre héroïne, est la deuxième. Voilà. Alors, bien entendu, ces liaisons parfaitement folles ne durent pas, forcément. Et la nouvelle maîtresse de Liszt va enlever les enfants à Marie Dagou et les fait élever par sa propre nourrice extrêmement sévèrement. Donc, la petite Cosima, elle a une enfance tout à fait triste. Et ensuite, elle sera élevée chez la nourrice de la maîtresse de Liszt, Frau van Bülow. Donc, on voit que le soleil est maître de sa maison 4 et il est en Capricorne, froid sec et en maison 8. La lune noire est en 4. Est-ce que ça veut dire qu'elle veut être fidèle pour son identité? Si on veut, ça va être là, le lion, c'est pour ça que je parle de son identité, fidèle à sa mère et à sa grand-mère avec des histoires comme ça. On va voir. Donc, elle épouse Van Bülow, elle a 19 ans, il en a 27, c'est le fils de sa nourrice, si on veut, de la dame qui s'occupe d'elle très sévèrement. C'est un excellent chef d'orchestre, très très bon pianiste. On est ce soir, c'est la musique, mais extrêmement hypochondriaque et pas du tout drôle. Mais cet homme-là, Van Bülow, Hansan Van Bülow, il vénère Wagner, Richard Wagner, et Wagner l'apprécie en tant que chef d'orchestre, pianiste, et il le reçoit chez lui. Alors, il y avait 3 enfants, Marie Dagou, elle avait eu 3 enfants, donc Cosima. Sa sœur Louise va mourir, non, elle va perdre sa sœur Blandine. Ça la laisse complètement désespérée. La sœur, elle est représentée ici, lune conjointe Saturne. Hein, ça va très mal. Elle a aussi une petite, un petit, enfin, elle va avoir, Cosima, une fille à cause de son frère mort de tuberculose. Vous voyez, la fratrie est décimée, on va dire. Mercure est en Capricorne, je regarde pour les enfants, enfin pour les frères et sœurs, et Mercure est trigone exact à Saturne. Pardon, à Jupiter. Alors, Mercure, il est maître de Jupiter, puisque Jupiter est en Vierge, mais aussi il est dans la maison de Jupiter. Les Gémeaux sont en 2, pour toujours les frères et sœurs, puisque c'est tout à fait triste. Les Gémeaux, donc la maison 2, et il y a Chiron juste dessus. Et alors, ce trigone à Jupiter, on pourrait dire que c'est de l'aide. Seulement, Jupiter, il n'est pas très bien en Vierge, il est en exil, intercepté et maître de la maison 8. Alors, ça fait beaucoup de drames, tout ça. Hein. Donc, Van Bülow joue les opéras de Wagner. Je vais peut-être avancer maintenant. Voilà. Et là, elle l'avait déjà croisé, Richard Wagner, mais sans qu'il se passe quoi que ce soit. Et Richard Wagner les reçoit chez lui. Donc Van Bülow, Cosima les reçoit chez lui. Et évidemment, un coup de foudre dévastateur, comme sa grand-mère et comme sa mère. Et elle a écrit, là, il y a un truc, c'est en pierre, ça, jusqu'à l'heure à laquelle j'ai reconnu ma propre vocation intérieure, ma vie a été un rêve laid et atroce. Et je le rejette avec toute mon âme purifiée maintenant. Donc ça veut dire qu'avant d'avoir rencontré Wagner, ma vie était complètement nulle et inintéressante. Vous voyez, c'est ce qu'elle a écrit après avoir rencontré Wagner. Donc évidemment, passion dévastatrice des deux côtés. Lui, il a 50 ans et elle en a 25. Elle est Madame Frau Van Bülow. Elle a deux filles. Ils sont effondrés tous les deux de leur traîtrise. Parce que, évidemment, ils sont tous les deux mariés. Donc, dans le dos de Van Bülow et de Madame, elle s'appelait Mina Wagner, bon, ça ne se fait pas, mais l'amour est plus fort que tout. Et là, je vous ai mis les transits au moment, le 28 novembre 63, elle devient la maîtresse de Richard Wagner. Les faits sont très précis parce qu'elle tient un journal. Toute sa vie, elle va tenir un journal en relatant tout ce qui se passe dans le détail. Donc ce jour-là, c'est assez intéressant. Le jour où on ne peut plus faire marche arrière, on va dire. Le nœud nord transite sa maison 7.
Junon et Mars transitent la Lune et Saturne. Hein, Junon, c'est l'épouse, et Mars, le désir, qui transite Lune-Saturne. Vénus va transiter le même jour, je ne sais pas où est Vénus, voilà, le nœud sud. Donc, c'est vraiment une reconnaissance. Ensuite, il y a Saturne derrière qui transite aussi le nœud sud. Et donc, alors lui, l'épileptique, je vous montrerai son thème ensuite. Alors, évidemment, pour le moment, c'est une affaire cachée. Plus c'est caché, plus c'est torride. On voit dans sa personnalité, elle, qu'elle ne peut pas être heureuse. Vous avez, alors les voilà, mais je reviendrai là-dessus. Elle a eu une enfance absolument triste parce que bon, ses parents n'étaient pas mariés, donc elle était l'objet du scandale, élevée à la, on va dire, à la très très dure par la propre nourrice de la nouvelle maîtresse de son père. Pendant un moment, il ne l'a pas reconnue, Franz Liszt. Enfin, sa mère a quand même eu 3 enfants avec Franz Liszt, 3 enfants comme ça, en plein scandale. Donc, elle, son caractère, elle a une lune conjointe à Saturne, c'est pas fifou fifou, hein, en scorpion. La lune n'est pas à son aise en scorpion. Et puis, elle a un carré Mars-Pluton pour justement le drame et quand on va vraiment à fond dans le désir, etc., qui tourne mal, Mars carré Pluton. Vénus est carrée à la Lune, elle ne peut pas exprimer ses émotions. Et puis, cette Vénus en Verseau, on ne peut pas dire que ce soit idéal comme signe pour Vénus, mais ça va vouloir dire quand même des amours tout à fait anticonformistes, pour le moins. Hein. Et puis, Vénus est quinconce à Jupiter. C'est pas formidable non plus pour l'intégration heureuse de l'amour. Alors, ils vivent comme ça, comme ils peuvent, enfin en se cachant, mais chez Wagner, hein, tout le monde est chez Wagner. Mais Wagner, il est un peu errant parce que il a été, sa personnalité, on va le voir tout à l'heure, tout lui est dû. Ben, je vais vous le mettre, hein, ce sera plus simple. Wagner, donc il a 25 ans de plus que Cosima. Tout lui est dû. Louis II, il a de la chance, Louis II se prend d'une passion folle pour lui aussi, et rien n'est trop beau pour Wagner. Et Wagner trouve qu'en effet, on lui doit tout ça. Le monde, vu son génie, le monde lui doit tout ce qu'on lui donne. Donc il est constamment endetté et on lui doit de l'argent. Enfin, c'est lui qui en doit en fait. Il est endetté, mais il pense que c'est bien naturel que le roi Louis II de Bavière lui donne tout ce qu'il lui donne. Mais alors Louis II, il est pressé par les Munichois qui ne veulent pas voir la fortune du royaume bavarois partir chez Wagner. Donc le roi va être obligé de réduire les dépenses. Alors elle, Cosima, pour le moment, ils sont malheureux. Cosima doit rester avec son mari parce que la morale allemande est tout à fait draconienne. Ce sont des protestants, on rigole pas. Alors, elle vénère Wagner, mais elle reconnaît sa faute et elle reconnaît qu'elle ne peut pas contourner la morale allemande. Donc, ils vivent à trois, comme ça, de façon le plus hypocrite possible. Chez Wagner, elle gère tout. C'est elle la maîtresse de maison avec les deux bonshommes. Et Richard Wagner, alors là, Nina Wagner n'est pas là, évidemment. Elle gère tout, elle donne son avis sur absolument tout, mais elle ne le critique jamais. Elle est toujours d'accord avec Wagner, il est sur un piédestal, il n'en descendra jamais. Elle est toujours d'accord. Et tout le monde adule Wagner. Le roi Louis II, comme je vous l'ai dit, Franz Liszt aussi. Alors évidemment, Franz Liszt, il vient comme ça, bon, sans trop savoir quoi. Enfin, la situation, elle est carrément, on dirait, du théâtre comique. Hein, parce que Franz Liszt aussi aime beaucoup Wagner comme musicien. Bon, Wagner le méprise, il trouve que c'est falot ce qu'il écrit. Bon, il y a Van Bülow, qui est quand même on pourrait dire, salarié de Wagner. Liszt est au piano, Richard Wagner chante, et puis Van Bülow, il fait le chef d'orchestre et tourne autour de tout ça. Même Nietzsche le rend visite, et Nietzsche, lui aussi, est complètement subjugué par Wagner. Alors, pour corser le tout, Liszt est prêtre, il est devenu prêtre catholique, Franz Liszt, après avoir beaucoup couru et séduit toutes les belles dames de Paris et d'ailleurs. Et Cosima et Van Bülow sont mariés à l'Église catholique, donc ils ne peuvent pas divorcer. Alors, il pourrait, si Van Bülow accusait Cosima de tous les torts, mais il trouve que ce ne serait pas élégant. Donc, il ne veut pas. Pendant 5 ans, il y a cette liaison vaguement clandestine, enfin, ça fait beaucoup de rumeurs, hein, qui dure. Et finalement, au bout de 5 ans, elle part s'installer chez Wagner. Ah là, c'est le suicide social complet. C'est la catastrophe des catastrophes. Elle embarque ses deux gamines. Enfin, Van Bülow veut les garder, mais enfin, bon, on se les arrache.
Liszt refuse de la voir. Et puis, ce qu'elle veut, elle est jamais heureuse. Je vous ai dit, elle cherche à expier ses fautes. Mais avec Wagner, elle est toujours très gracieuse, très souriante, et elle lui fait comme une allée de pétales de rose. Il n'a rien, lui, il n'a rien, il n'a pas de fortune, il n'a rien. Puis alors, il envoie Cosima demander de l'argent à droite à gauche parce qu'on lui doit cet argent, vu son génie. Et elle pense que le bonheur qu'elle procure à Wagner expie sa propre faute, à elle. Alors, on voit sa vie quotidienne, hein, sa vie quotidienne, mais aussi c'est Vénus. Vénus est en Verseau, donc une vie quotidienne très peu conformiste, vraiment en avance sur son temps. Mais Saturne, attention, est sur le descendant, c'est-à-dire que ce n'est pas une gourgandine qui passe d'un homme à l'autre, pas du tout. Elle a épousé Van Bülow pour dire qu'il fallait bien se marier, probablement sous la pression de sa mère. Ensuite, elle a cette folle passion pour Wagner et elle va plus en démordre de toute sa vie. Ce n'est pas du tout une gourgandine. Vous voyez ce Saturne sur le descendant, une liaison qui dure et qui perdure. Elle ne batifole pas, hein, un mari falot et cette folle passion. Alors, le maître de 5 est en Lion, la Vierge est interceptée avec Jupiter dans l'interception. Alors, le Soleil est en 8 pour donner du drama à tout ça, en Capricorne pour la fidélité et la durée, la droiture et même la raideur. Elle élève elle-même, elle finit par récupérer ses filles. Avec Wagner, alors je vais passer, alors la voilà encore. Voici Wagner à la maison. Et voilà les enfants, donc les enfants Wagner, voilà, les voilà. Hop. Donc elle a ces deux filles de Van Bülow qu'elle finit par récupérer. Et Wagner et elle auront ces trois-là en plus. Elle élève extrêmement sévèrement, pour tout dire méchamment, ses filles. Enfin, c'est toutes ses filles. C'est un Capricorne pur et dur, hein, Cosima Wagner. Elle va finir par obtenir le divorce d'avec Van Bülow en juillet 1870 et elle se marie à Wagner en août. Hein, ils n'ont pas attendu. En août 1870. Et donc, ils auront ces deux filles-là en plus. Et cet adoré, adoré petit garçon, le dernier, évidemment, qui s'appelle Siegfried. Siegfried, donc il y a des idylles à Siegfried, il y a des opéras, de la musique avec ce prénom de Siegfried. Alors voilà la famille. Et alors Wagner, il adore les enfants. Enfin, évidemment, il préfère celui-ci, bien sûr, le dernier, le petit garçon. Mais il est très heureux avec toutes ces gamines. Certaines sont un peu maussades, pas très agréables. Mais enfin, voilà. Alors, ils vivent tous là, à Tribschen, en Suisse. Ça, c'est en Suisse, à Tribschen. Même Louis II, non, pardon, je vais le retirer après. Alors, il faut savoir que Wagner, elle a énormément de courage, Cosima, dans sa folie amoureuse. Il est invivable. C'est l'image même du génie. C'est-à-dire, il est emporté, excessif, toujours fauché, toujours endetté. Il manipule Louis II de Bavière comme pas possible. Il lui écrive des lettres en disant que comme Louis II l'adore et est prêt à tous les sacrifices pour lui, ben, il leur ajoute de façon très hypocrite et il envoie Cosima Wagner réclamer de l'argent à Louis II. Pour vous dire comme il est excessif en tout et comme il a du mérite, pour l'anniversaire de Cosima, c'est l'anniversaire, il fait venir chez eux, dans sa maison de Trepchen, 15 musiciens étalés sur chaque marche de l'escalier. Et à son réveil, les 15 musiciens, enfin, il la réveille en jouant l'idylle à Siegfried, évidemment composée par Wagner. Alors, on voit ici une opposition Jupiter-Mars. Rien exact, hein, chez Wagner. Rien n'est trop grand pour lui. Le nœud sud, donc d'où il vient, qu'est-ce que c'est ce bonhomme-là, hein? D'où il vient-il là? Eh bien, le nœud sud est encadré de Mars et de la Lune. C'est comme si ces grandes idées, tout ce qui fait de grandiose, parce qu'il ne fait rien de petit, ça devient de l'opportunisme en profitant de la fascination qu'il exerce sur son auditoire, sur Louis II, sur tous ceux qu'il voit. Et son nœud nord est pas très loin de Jupiter, en Lion. Et en 4, c'est-à-dire la nation allemande va largement profiter, hein, puisque les nazis ont adoré la musique de Wagner. Et pour vous dire quelque chose d'amusant, j'ai deux citations. Leonard Bernstein disait, en parlant de Wagner, je vous hais en me prosternant. Parce que, évidemment, Wagner, dans toute
ses excès. Il était extrêmement antisémite. Et donc, évidemment, Bernstein disait, je vous hais en me prosternant parce qu'il ne peut pas ne pas aimer sa musique. Et alors, Woody Allen, il dit, je ne peux écouter la musique de Wagner, elle me donne envie d'envahir la Pologne. Ça, c'est bien du Woody Allen, je trouve ça absolument tordant. Et ils sont très mal, évidemment, c'est encore maintenant, c'est comme ça, les idées d'un génie, quand elles ne vont pas avec son œuvre. Hein, c'est comme Louis-Ferdinand Céline, par exemple. Alors, ils vont vivre donc à Tribschen, et puis, puisque rien n'est trop grand, il lui faut tout, hein, à Wagner, eh bien, il va faire construire. Alors, vous voyez, la voilà, ils se regardent comme ça. C'est l'amour fou qui dure toute leur vie commune. Il n'a Dieu que pour elle, et réciproquement. Et puis, les voilà avec le petit garçon extrêmement aimé. Alors, alors pour Wagner, je n'avais pas terminé. Voilà. Mercure, Mercure, qui est maître d'ascendant. Alors, l'ascendant, il est à 28, là, on ne sait pas trop, hein, parce que quand on est né à 4 heures, comme ça, les heures pleines, on n'est pas très sûr. Mais si Mercure est maître d'ascendant peut-être du Soleil et de Vénus, il est au carré apex de Jupiter-Mars. Vous voyez, pour faire dans le... Pourquoi j'ai mis qu'il est le Mercure? Où il est Mercure? Il est là. Il est au carré de l'opposition Jupiter-Mars. Ça, c'est le maître d'ascendant du Soleil et de Vénus. C'est beaucoup. C'est sa mégalomanie. Et probablement, ça permet de faire sortir, qu'ils soient au carré apex de ce Jupiter-Mars, ça fait sortir Mercure de sa maison 12. Hein, voilà. Alors, elle lui fait, le voilà à son travail, à son piano, elle lui fait une scène de ménage parce qu'il a une maîtresse. Ah ben ça, c'est épouvantable. Parce qu'évidemment, il est au théâtre quand on répète, parce qu'il a fait construire, il joue à Beyrouth. Finalement, il joue à Beyrouth. Ah ben, je le cherche parce que je n'ai pas la colonne de gauche, alors je tâtonne. Voilà, ça, c'est la ville de Beyrouth. Donc, il a fait construire, avec l'argent de Louis II d'ailleurs, le théâtre, le fameux théâtre de Beyrouth. Évidemment, il est toujours au théâtre avec les actrices, avec les comédiennes, avec les chanteuses lyriques, etc., avec l'orchestre. Et bien sûr, il a enfin, il a une maîtresse, elle lui fait une scène. Du coup, il en fait une crise cardiaque et il meurt en 1883. Elle est complètement dévastée. Elle n'a que 46 ans. Lui, il en avait 69. Elle reste prostrée pendant des jours et des jours et des jours. Elle ne touche plus à rien dans la maison. Elle l'a adulé pendant toute sa vie et elle va continuer. C'est-à-dire qu'elle va pendant 20 ans travailler uniquement pour le Festival de Beyrouth en étant extrêmement tyrannique. Hein. Mars, carré Pluton, tyrannique auprès de tout le monde parce que personne n'est assez bon pour jouer la grande œuvre de Wagner. Elle trouve qu'on doit aduler son génie et jusqu'à sa mort, elle va mourir à 92 ans. Enfin, pendant 20 ans, elle s'occupe du festival, après elle est un peu plus vieille, mais pendant 47 ans, elle va continuer à mettre Wagner sur un piédestal. Alors, elle est très superstitieuse, vous voyez, elle a Neptune férale ici, elle croit au signe du destin, donc elle est superstitieuse. Elle ne comprend pas du tout l'allemande. Alors, elle parlait allemand. Hein. Je vous ai dit que sa grand-mère était une fille de banquier juif protestant et allemand. Donc, du coup, elle était assez germaniste. C'est comme ça qu'elle parlait allemand avec Wagner. Alors, Wagner, il était très jaloux. Il ne voulait pas qu'elle parle français avec Liszt, par exemple. Il n'y avait que lui. Dans la vie de Cosima, il n'y a que lui et c'est ce qu'il impose et c'est ce qu'elle reconnaît et elle est d'accord avec ça. Donc, elle est avec les autres odieuse. Elle a élevé ses enfants extrêmement sévèrement et puis tous ceux qui travaillent à Beyrouth pour les opéras, c'est jamais assez bon. Alors, elle ne comprend pas les Allemands, elle ne se fait aucun ami, elle est maladroite, hautaine, exigeante, intransigeante, vous voyez, le sextile, Soleil, Uranus. Il n'y a que Richard Wagner et Beyrouth. Elle ne va pas vouloir qu'on joue son œuvre ailleurs qu'à Beyrouth. D'ailleurs, les mélomanes un peu snobs, évidemment, Wagner, ça s'écoute à Beyrouth, ça s'écoute pas ailleurs. Mais par exemple, au Metropolitan de New York, on arrive à écouter Wagner, alors elle déteste ça. Hein. Mercure, maître de ses valeurs, ce à quoi elle tient, il a Chiron hein, sur la cuspide de 2, puisque Mercure est là au maître du Gémeaux.
Et il est hors limite. Donc, elle a de très hautes valeurs extrêmement excessives. Et son soleil, d'ailleurs, est aussi hors limite, mais je vous ai dit légèrement. Ce Mercure met de tout ce qui lui tient à cœur. Et ce qui lui tient à cœur, c'est pas compliqué, vous avez compris, c'est Richard Wagner. Il est carré à Pluton, donc c'est parfaitement intransigeant. Et il est maître de cette 5 interceptée. Et euh, trigone à ce fameux Mercure, qui est maître de la maison 8. Donc c'est vraiment du drame euh, pur et dur. Vous voyez, il y a pas de trace de sentimentalité ou de compromis ou de quoi que ce fût. Rien du tout. Alors le fils Siegfried, il y aura des chefs d'orchestre qui vont succéder à Beyrouth et il va devenir le sixième. Et il y a une descendance Wagner, il aura des enfants, il y a encore la famille Wagner. Donc elle meurt à 47 ans après Wagner, sans l'avoir oublié du tout et en appréciant rien d'autre. Hein. Sa Vénus ici, cette Vénus de ses sentiments, de ses attachements, est encadrée par Uranus et Neptune. Et cette Vénus, elle est importante puisqu'elle est maître de son ascendant taureau. Pluton, lui, donc pour les choses profondes, tragiques, etc., est conjoint à sa part de fortune et à son nœud nord, ici. Hein. Donc voilà, sa vie fut comme ça, complètement entière. Alors, si on prend les maisons dérivées, parce que vous allez dire, le conjoint, c'est la maison 7, c'était Van Bulow. Alors, le premier conjoint, Van Bulow. Bon. Mais le deuxième, c'est maison 9, le deuxième conjoint, si on veut être précis. Et donc, c'est Saturne. Saturne qui nous ramène à la Lune, qui nous ramène à la maison 7, comme s'il n'y avait que lui comme conjoint. Van Bulow, on l'a éliminé d'une pichenette. Saturne, c'est l'amour éternel, une fidélité extrêmement durable. Hein. C'était pas drôle ni pour l'un ni pour l'autre. Ils ne pouvaient strictement pas se passer l'un de l'autre. Elle tenait un journal. Tous les jours, elle notait les rêves de Wagner. Il se faisait chouchouter comme ça. Alors, les rêves de Wagner, qu'est-ce qu'il a rêvé? Qu'est-ce qu'il a mangé? De quoi a-t-il rêvé? Oh, pourvu qu'il ne fasse pas encore un cauchemar. Et puis, il a un petit peu mal à la tête. Et puis, enfin, nous avons toute la vie très, très détaillée. Et elle passait 1 heure tous les jours à écrire son journal. Et son journal, il ne pouvait rien se passer d'intéressant, hormis Wagner. Alors, il y a beaucoup de fixité dans ce thème. Ascendant taureau, le maître de l'ascendant encore dans un signe fixe, le Verseau, pour cet amour parfaitement incroyable et quand même iconoclaste et scandaleux et tout ce qu'on voudra. La lune noire est en Lion, encore dans le fixe, puis cette croix, elle est en signe fixe. Et la lune noire en Lion, mais qui suis-je? Est-ce que je veux être fidèle à la lignée? La lignée, c'était des femmes qui se prenaient d'un amour fou pour quelqu'un qu'on n'aurait pas permis. Et en face, Priape, c'est Vénus qui donne la réponse. Moi, je m'en sors avec cet amour hors norme. Alors, sa porte visible tombe sur Mercure. Elle est là, hein, le mi-point entre Saturne et Uranus, c'est ce Mercure. Donc, le lyrisme, les grandes envolées, tout ce qui est au-dessus de nous, dans la maison 9, le génie de Wagner, qui nous dépasse tous. Et en face, porte visible, on va aller là du coup, eh bien, c'est l'étroitesse de l'environnement. C'est-à-dire, bon, évidemment, puisqu'il est là en maison 3, Lune Saturne, on est coincé, on est serré, on est frustré. Les commères allemandes, évidemment, qui sont données à cœur joie et qui critiquaient la liaison et la relation et qui ne comprenaient rien à Wagner. Wagner qui faisait quand même, il était adulé par le roi Louis II, mais il faisait quand même scandale. Et puis sa mère, sa grand-mère, toutes les femmes de la famille, ses filles qui lui cassent les pieds, sa mère qui l'empêchait, qui ne voulait pas qu'elle fréquente, etc. Donc, et sa mère fut très froide et intransigeante. Elle, pareil, lune Saturne, carré Vénus, pareil. Elle s'est sacrifiée, nœud nord en maison 12, complètement, au génie de Wagner, jusqu'à son propre anéantissement, on pourrait dire Pluton, qui est carré à son maître Mars. Elle n'existait pas en dehors de Wagner. Oui, voilà ce qu'on pourrait dire.
elle était entière, bien que ce fût son deuxième mari. Alors, pour les comparer, donc les enfants, la famille, alors la voici âgée, hein, un an ou deux avant sa mort, mais elle était encore bien. Et puis, on va regarder les deux. Qu'est-ce qui fait qu'il y avait cette passion extraordinaire entre deux? Alors, vous remarquez, bon, alors elle est née à quelle heure? Elle est née 14 heures, je crois. Là, je vois, faut que je déplace ça. Voilà, elle est née à 14 heures, lui à 4 heures, donc on a toujours un petit doute hein, quand les heures sont comme ça bien pleines. Mais ils ont le même ascendant quand même. C'est tout à fait curieux, pour ainsi dire, au degré près. Hein, ça, c'est un signe karmique. Les vertex sont conjoints. Vous voyez, vertex ici à 25 balances. Alors, peut-être que c'est évident quand on a le même ascendant, mais je ne crois pas, c'est un calcul. Bon, enfin voilà, les vertex sont conjoints. La lune de Cosima, ici, la lune de Cosima, tombe sur Uranus de Wagner, presque au degré près. Il la réveille. On va dire qu'il réveille la femme en elle, il réveille la passion, hein, puisqu'il a son Uranus sur sa lune. Neptune, Neptune, milieu du ciel de Cosima, on a le Mars de Wagner. Il vient, on va dire, affiche le bazar dans la vie de Cosima. On ne peut pas dire les choses autrement. Ce Mars qui arrive ici est donné du désir et de la fougue et tout ce qu'on voudra. Et elle avait évidemment cette élévation, cette inspiration. Ah, il arrive avec Mars là. Bon. Uranus de Cosima ici, et c'est Chiron, donc un Uranus en poisson, et il a son Chiron dessus, lui. Donc, est-ce que c'est le génie de Cosima qui va guérir Wagner ou est-ce qu'il réveille en elle un désir d'expiation, puisque c'est en poisson? C'était très fort pour eux deux. Enfin, elle voulait expier ses fautes et souffrir, souffrir, souffrir au maximum en offrant cette souffrance et cet amour hors norme à Wagner. Donc peut-être, alors dans quel sens ça joue? Probablement évidemment dans les deux. Je ne sais pas, peut-être vous allez nous le dire tout à l'heure. Hein. La Junon, sa Junon, elle est en maison 7. Je vous ai dit, elle batifole pas. Elle a deux maris, mais c'est pas du tout une folle. Elle a Junon en maison 7 et elle est sur la lune noire de Wagner. Regardez, presque aussi au degré près. Hein. Donc, il la met au défi d'être son épouse. Voilà ce que ça veut dire. Son Mercure à elle, le sens de ses valeurs, tombe sur Saturne de Wagner. Donc, ils se sont responsables des enfants, de ses enfants à elle, de ses valeurs, des douleurs qu'elle peut avoir, de sa douleur. Vous voyez, il est responsable de ce Mercure. Voilà ce qu'on peut dire en comparant les thèmes. Ils ont énormément quand même hein, des choses, vraiment, c'est très parlant, je trouve. Alors lui, vous voyez, il est allemand, hein, il est né à Leipzig, il est complètement allemand. Elle était, ben, si on veut, elle était française hein, par sa mère. Elle était française. Bon, mais elle parlait allemand avec sa grand-mère. Voilà. Alors, si vous avez des choses à ajouter, sûrement vous avez vu d'autres choses importantes, intéressantes. Si vous voulez en parler, ou alors on passe à la suite. Non? Il avait l'air extrêmement narcissique et tyrannique, Terrible. C'est un génie. Vivre avec un génie, c'est jamais une partie de plaisir. C'est des gens qui sont hors normes, très capricieux. Le monde est à ses pieds et c'est bien naturel. Que Louis II de Bavière paye toutes ses dettes et lui paye un théâtre merveilleux, c'est bien normal. Le monde lui doit quelque chose puisqu'il est un génie. Et d'une Voilà ce qu'il certaine faut façon, dire. Cosima l'admirait beaucoup. Eh bien oui, Et je pense que le fait qu'il ait en face de lui quelqu'un qui l'admirait beaucoup, narcissiquement, euh, c'était euh, un ferment, enfin du ah carburant, ben, pour lui, quoi. ils se sont trouvés parce qu'il fallait le supporter quand même. Mais en même temps, à qui c'est arrivé d'avoir 15 musiciens sur son escalier qui vous jouent le deal à Siegfried pour votre anniversaire? Ah bon, Il y a une contrepartie. il a fait Hein? ça une fois, il n'a pas fait ça à chaque anniversaire non plus, quand même. Hein. Attends, hey.
Il a surprise, il a déplacé 15 musiciens tout doucement pendant qu'elle dormait et ils lui ont joué ce truc. Alors, enfin, ce morceau, évidemment, c'était divin à ses oreilles. C'était merveilleux d'avoir ça. Mais il Oui, était je peux dire ingérable, quelque chose, évidemment. s'il vous Oui, oui, plaît? oui, oui. Oui, juste, je voulais dire, il me semble que vous n'avez pas développé le fait que sa Vénus, cette Cosima, et malgré tout, sur, quoique ça serait l'inverse, ça serait peut-être mieux, mais sur la lune de ce Wagner, il y a une Oui, c'est vrai. affinité Oui, là. oui, je l'ai pas vu. Oui, oui, je l'ai pas dit. Oui, Et oui, c'est là, vrai. vous avez pas développé aussi le fait que la dissonance Vénus-Lune, c'est femme légère. Alors, Ah, la Lune aussi, tout- ah ça, oui, bien sûr. En plus de ça, avec toutes les aventures que j'ai eues, ça, je l'ai constaté, hein, parce que c'est pas toujours des sérieuses que je sors. Alors, finalement aussi, la Lune en Scorpion, c'est femme vente, mais évidemment, conjoint à Saturne, là, ça bloque un peu quand même, hein. ça calme, Voilà, ça calme. Oui, ça oui, calme, voilà. oui, Voilà. ça C'est calme. tout ce Mm. que j'ai remarqué sur, voilà, bon, pour le reste, vous avez bien développé, c'est très bien. Voilà. Bah, tant mieux. Alors, oui, Ben, ben, c'est-à-dire, ce qu'il y a quand même, c'est il faut quand même voir aussi, oui, carré Vénus-Saturne, elle ne s'aimait pas. Elle a passé toute sa vie en fait, elle a souffert énormément de cet amour-là. Sa mère, être la deuxième fille d'un couple adultérin comme elle était, avec finalement Franz Liszt a quitté sa mère, vous vous rendez compte du scandale. Elles ont quand même vécu ça petite, sa sœur, enfin, les trois, il y avait trois enfants. Donc, évidemment, à toutes les fois que sa mère la regardait, elle pensait à Franz Liszt et à cette faute qu'elle avait fait, qu'elle avait commise. Sa mère a tout perdu quand elle est partie avec Franz Liszt. Et là, Cosima, ben, elle est l'image de ça, hein, de ce carré Vénus-Saturne, quand même. Du coup, elle ne s'aimait pas, elle ne ça, et voilà, et elle s'en est sortie en disant, ben, tant pis, je vais me laisser aller. De toute façon, c'était irrépressible. ma foi, voilà. Il vivait chez Wagner, vous vous rendez compte? Il vivait chez lui, le mari faisait du piano, Nietzsche prenait des notes, Liszt jouait aussi du piano, et voilà, et ça allait tout bien. Hein, ça a été inconfortable pendant 5 ans. Ça répond un petit peu au commentaire de Claire qui dit qu'elle est surprenant que Cosima soit si fidèle et passionnément amoureuse d'un seul unique homme avec une Vénus en Verseau. Mais c'est vrai qu'elle conciliait cet amour unique avec une vie à plusieurs, en fait. Hors norme, oui, 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 oui. Mais il faut dire, alors c'est vrai qu'en verso, on pourrait penser que ça batifole, mais c'est quand même un signe fixe. Hein. Alors, ça dénote aussi peut-être peu de sens pratique. C'est-à-dire, ce que je veux dire du sens pratique, c'est, ah ben ça, elle va pas faire comme toutes les autres ménagères, disons. Je vais faire autrement que vous. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, elle était extrêmement critiquée par la société allemande, enfin, où elle habitait. Et en Suisse, c'est encore pire, à Tribschen, c'est encore pire. Les femmes suisses, Je on a trouve que une morale. c'est étonnant parce qu'elle a un côté soumise, mais un autre côté extrêmement indépendante. Oui, bah, soumise à Wagner, mais autrement, oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Après, ben, tant pis. Enfin, ils se sont mariés, ils sont quand même rentrés dans le rang. Ils se sont mariés. Un mois après le divorce, ça n'a pas traîné. C'est elle qui a dû pousser pour ça. Ah, ben, lui, il a divorcé de Mina Wagner. Rien n'a été simple. Mm. Lui, il n'était pas catholique. Elle était catholique, mais pas lui. Il était luthérien, je crois bien. Luthérien allemand. Voilà. Et ils ont des descendants par le fils Siegfried que je vous ai montré. Mhm. Alors, il me semble que Catherine disait ça, Domiti, il me semble que Catherine disait ça parce que Mercure maîtrise la 2. Oui, c'est le sens des valeurs. La 2, c'est ce qui a de la valeur pour soi. Ça, c'est Noel Thiel qui dit ça, un Américain. Oui, oui, oui. Euh, donc, ce qui a de la valeur, alors ça peut être l'argent, bien sûr, et c'est aussi notre corps, nos talents, nos dons. Et donc là, ben déjà, elle a un chiron placé dessus, placé sur la cuspide de 2.
Et puis alors, ça donne, je vous ai dit, toute cette fixité qu'il y avait dans le thème, et en plus, ce Capricorne, c'est pas une rigolote. Elle a quand même le soleil en 8. Hein. Mm. On a parlé du père de Cossi. Enfin, oui, Ben, c'est Liszt, c'est Liszt. Hélice. Oui, Oui, bah, c'est il est en 8. Hein. Eh oui, oui, eh oui, c'est lui, Franz eh oui. Liszt. Alors lui, Franz Liszt, c'était le don Juan absolu. Il virevoltait de femme en femme. Il était magnifique. Alors elles se sont bagarrées, Marie Dagou et Georges Sand, parce qu'évidemment, Georges Sand voulait mettre la main sur Franz Liszt comme sur Chopin. Et bon, alors ça faisait des histoires, évidemment. Il est quand même resté à peu près une dizaine d'années avec Marie Dagou. Mais ensuite, il s'est lassé, bien sûr. Il n'était pas fait pour la vie ménagère, la vie domestique avec 3 enfants. Plus elle avait une fille, puisque une était morte. Bon, alors finalement, après il s'est assagi, il est devenu prêtre. Mais ça n'a rien aidé qu'il devienne prêtre catholique quand sa fille voulait divorcer. Ça, c'était encore pire. Qu'il soit devenu, je crois, de l'ordre des franciscains même, je crois. Je crois. Ça donnait encore de la rigidité à l'ensemble et de la vraisemblable, Mais pour c'est sûr dire. que le soleil en maison 8, les hommes, c'est pas simple pour elles. Ben, c'est surtout le carré Vénus-Saturne. Ben, la maison 8, ça donne des angoisses, hein, des non-dits aussi. Tout ce qui est angoissé, tout ce qu'on ne va pas raconter, tout ce qu'on va garder secret. Hein. Et puis, ben, d'ailleurs, encore plus, ça, on met une couche supplémentaire, puisque Pluton, maître karmique de la 8, est en 12. Donc, on va encore moins en dire. Et puis, en plus, avec Pallas conjointe à Pluton, il y a tout le scandale là, qui rôde autour. Elle n'a pas une vie facile, hein, parce qu'elle s'est ennuyée avec Van Bulow, le premier mari. Elle a une enfance très, très, très triste, parce que ses parents se bagarraient la garde. Non pas qu'elle les intéressait, mais c'était plutôt par vengeance. Des nourrices extrêmement sévères. Ensuite, elle s'embête, elle s'ennuie avec Van Bulow, qui était très hypochondriaque, vraiment très désagréable. Et puis après, cette passion dévorante pour Wagner, qui l'a complètement occupée. Voilà, on peut passer à la suite si vous voulez. Hmm. Eh ben, c'est parti pour l'étoile. Et voilà. Alors, avant de commencer, je vais vous expliquer, bien sûr, très très brièvement, mais un petit peu le fonctionnement de l'étoile pour que ce soit plus facile pour vous de suivre en fait ces explications. Alors, on vous a mis à l'écran l'étoile évolutive de Cosima Litz, donc avec son nom de jeune fille, et sur l'étoile de droite, l'étoile évolutive de Cosima Wagner, qui est son homme de femme mariée. Ça, généralement, on le fait jamais parce que on a pour habitude de prendre pour une femme vraiment son nom de naissance pour justement pouvoir l'inscrire dans son histoire transgénérationnelle. Mais là, on a dérogé à notre règle pour justement vous montrer à quel point ils étaient faits l'un pour l'autre, à quel point cette rencontre et cet amour, quelque part, étaient incontournables puisqu'on est face à quelque chose d'assez unique que Catherine et moi, nous n'avions jamais rencontré. Alors, avant que je vous explique tout ça, donc une brève explication sur l'étoile évolutive. Donc, c'est un outil de connaissance de soi qui va prendre en compte notre prénom, notre nom de jeune fille pour les femmes, notre nom de naissance en fait, hein, et notre date de naissance. Donc, une étoile va toujours être construite sur une base de numérologie, mais de numérologie à 22 nombres, puisqu'on va mettre nos postes numérologiques en lien avec les arcanes de tarot. Alors, juste pour vous donner une petite explication, tous les arcanes de la périphérie sont en lien avec la date de naissance. La Et périphérie, c'est ça.
Ah oui, parce que du coup, moi, je montre, mais en fait, comme je n'ai pas les Ah, commandes, ah, tu montres. Ah, bah, voilà, je montre, oui. voilà, de la La périphérie, périphérie, c'est le tour, quoi, voilà, oui. c'est le tour, voilà, exactement. Et nous avons cette colonne que nous appelons la colonne de lumière. Elle va être en lien avec l'identité. Donc, normalement, en prenant le nom de Wagner, eh bien, la colonne de lumière de Cosima aurait dû changer, ce qui n'a pas été le cas. Donc, je reviendrai là-dessus après. Donc, dans une étoile évolutive, vous avez 17 postes apparents, parce qu'en réalité, il y en a beaucoup plus que ça, si on compte les arcanes secrets. Euh, mais voilà, dans un premier temps, il y a 17 postes. Et sur ces 17 postes, vous en avez 15 qui vont rester fixes et 2 postes qui vont changer tous les ans, mais pas à la même période. Donc, ce qui va, pour les personnes qui sont nées en milieu d'année, eh bien, ça va partager en fait euh, l'année en deux. Bien sûr, pour Cosima, qui est né en fin d'année, ça va pas forcément changer grand-chose, mais voilà, le poste 7, lui, il change toujours au 1er janvier, alors que le poste 8 change toujours au moment de l'anniversaire. Donc, pour les personnes qui sont nées au printemps, en milieu d'année, même au début de l'automne, voilà, ça va faire des périodes séparées. Pour ceux, bien sûr, qui sont nés en début d'année ou en fin d'année, eh bien, les deux postes, en fait, changeront en même temps. Alors, il y a deux éléments qui vont être extrêmement importants dans une étoile évolutive. Donc, bien sûr, hein, chaque poste correspond à une partie d'un individu. Un petit peu, ça correspondra à nos maisons astrologiques. Euh, mais en dehors de ça, eh bien, il y a deux éléments qu'on va vraiment prendre en considération. C'est ce qu'on appelle les champs magnétiques. Un champ magnétique, c'est quand nous avons dans une étoile deux arcanes dont l'addition fait 22. Puisque le tarot contient 22 arcanes, eh bien, quand nous avons une addition de deux cartes qui fait 22, donc ça veut dire qu'il retrace en fait l'ensemble du tarot, nous appelons ça un champ magnétique puisque les deux arcanes sont complémentaires et vont travailler l'un avec l'autre. Donc, dans une étoile, vous aurez toujours obligatoirement deux champs magnétiques, puisque c'est le calcul qui veut ça. Hein. Donc, du coup, voilà, c'est obligatoire. P9 et P4 seront toujours en champ magnétique. Effectivement, le chariot, c'est l'arcane 7 et le diable, c'est l'arcane 15. 7 et 15 égale 22. Donc ça, je dirais que c'est le champ magnétique karmique, c'est-à-dire qui appartient à l'histoire et notamment au karma de l'individu. Et vous avez un autre champ magnétique obligatoire, c'est les arcanes qui vont se situer en P10 et P11. Là, ça va être un champ magnétique transgénérationnel, c'est-à-dire qu'il va nous parler de l'énergie de notre lignée. Donc, bien sûr, ce P10, il va être calculé avec le nom de naissance, hein, et P11 va correspondre à ce qui a manqué à la lignée. Et puis, bien sûr, hein, dans une étoile, autant il y a ces deux champs magnétiques obligatoires, autant on peut trouver d'autres champs magnétiques qui seront d'ailleurs très importants puisque ils sont pas obligatoires. Donc, automatiquement, ils auront encore une valeur d'autant plus importante. Et puis, il y a un autre élément qui est très important dans une étoile, dans l'étude d'une étoile évolutive, déjà comme ça d'un premier regard, sans forcément rentrer dans une analyse approfondie, c'est le nombre de fois qu'un arcane se répète. Et notamment, quand dans une étoile, nous avons la répétition de 3 fois le même arcane, eh bien, cet arcane va prendre une dimension particulièrement importante. Et là, nous voyons dans l'étoile de Cosima, aussi bien l'étoile de Cosima Litz que l'étoile de Cosima Wagner, puisque de toute façon, je vous expliquerai tout de suite après que c'est exactement les mêmes, à juste un petit détail près, mais petit détail qui est intéressant. Eh bien, nous avons 3 fois l'arcane du chariot. Donc, le chariot se situe au poste 9, le deuxième chariot au poste 2 et le troisième chariot au poste 13. Donc, alors le chariot, déjà ce qui est intéressant,
c'est de savoir que le nom de famille Wagner, alors que bon, on sait que Cosima, elle est née dans la famille Litz, hein, mais elle va épouser Richard Wagner après moult péripéties et de la patience, etc., etc. Mais le nom de famille Wagner, c'est un nom de famille qui vient d'Alsace-Lorraine, hein, et qui désigne le charron. Donc, bien sûr, parce que chaque nom de famille a une histoire, hein. Et le charron, c'est-à-dire celui qui fabrique les chariots. Donc, le fait d'avoir ces 3 chariots, c'est comme si déjà, elle était en lien avec toute l'histoire de la famille Wagner et j'ai envie de dire tout son tronc générationnel aussi. Donc ça, c'était pour la petite anecdote, mais qui était quand même à préciser. Alors, dans un premier temps, on va regarder uniquement l'étoile de gauche, c'est-à-dire, enfin, de toute façon, voilà, elles se ressemblent tellement que qu'on regarde l'une ou qu'on regarde l'autre, ça va donner la même chose. Donc, déjà, au niveau de son étoile évolutive, nous remarquons qu'elle a ce qu'on appelle les 3 arcanes karmiques. Dans le tarot, bien sûr que chaque arcane du tarot peut être perçu sous un angle karmique, c'est-à-dire en lien avec notre mission de vie par rapport à l'évolution de notre âme. Mais les 3 arcanes karmiques du tarot sont l'arcane 8, c'est-à-dire la justice, par rapport à son lien de causalité, c'est-à-dire de cause à effet. La roue de fortune, l'arcane 10 du tarot, puisque cet arcane nous parle des éternelles répétitions jusqu'à temps que nous innovions et que nous prenions les choses en main pour sortir du schéma de répétition. Et puis le 3e arcane karmique, eh bien, c'est la Lune, l'arcane 18. Et nous remarquons que le berceau, en fait, de l'étoile évolutive de Cosima, eh bien, ce sont les 3 arcanes karmiques. Alors, il est vrai que d'avoir 3 arcanes karmiques dans son étoile, ça prédispose quand même à un destin particulier, à quelque chose d'assez difficile. Alors, ça n'empêche pas forcément d'être heureuse et de triompher de ce programme de vie particulièrement ambitieux, je dirais, mais effectivement, c'est pas un parcours forcément simple, comme d'ailleurs l'illustre la vie de Cosima. Donc, on remarque à la base de son étoile, le poste 3, tout en bas, le poste 3 eh bien, vient nous parler du programme de vie. Alors, ce poste 3, il contient énormément, énormément d'informations. Et avec l'arcane de la justice, eh bien, ça vient nous indiquer que son programme de vie, c'est vraiment pour venir rétablir une injustice. Et on va regarder son prénom. Alors, le prénom, il est au poste 15. Et le poste 15, c'est l'amoureux. Donc, alors, en sachant qu'un prénom, bien sûr, c'est un élément qu'on étudie beaucoup dans le transgénérationnel, puisque le prénom, il est porteur d'un projet, de quelque chose de nouveau qu'on propose à la lignée. Et c'est l'arcane de l'amoureux, donc on sent que son programme de vie est fortement, avec son prénom amoureux, est fortement en lien dans le fait de rétablir une justice, rétablir de l'ordre dans la vie sentimentale, dans la vie affective, et notamment dans ces couples qui, quelque part, se composent à 3, comme ça a été le cas de sa mère et comme ça a été évidemment son cas aussi entre son premier mari et son deuxième mari, et c'est de venir triompher de cette répétition transgénérationnelle où quelque part l'amour était laissé de côté. Et là, elle a montré en fait en quelque sorte que on pouvait véritablement pouvoir triompher de son choix amoureux au-delà de la morale, au-delà de tout ce que chacun pouvait penser. Donc, si on regarde les P10 et P11 de Cosima Litz, c'est-à-dire ce qu'est sa véritable étoile, eh bien, on remarque que P10 eh bien, est un pape. Donc, puisque c'est un P10 et P11 sont un champ magnétique, obligatoirement, si nous avons un pape en P10, nous aurons une étoile en P11.
Donc, ça, c'est ce qui est formé avec le nom de famille Litz. Et si on regarde le nom de famille Wagner, eh bien, on remarque qu'en P10 et P11, on a exactement les mêmes arcanes. En sachant, donc, on est sur le champ magnétique du souffle guérisseur, puisque dans l'étoile évolutive, nous avons 10 champs magnétiques différents qui portent chacun des noms différents, puisqu'ils ont chacun des fonctions différentes. Et ce champ magnétique du souffle guérisseur, qui est quelque part l'énergie de la famille Litz, mais l'énergie aussi de la famille Wagner, eh bien, c'est de venir guérir les unions, puisque le pape, c'est un arcane d'amour, mais dans le sens de vraiment d'union légalisée, qui est exactement ce qu'elle a fait, puisque elle a réussi à épouser Richard Wagner. Alors, ce qui est intéressant, au niveau des champs magnétiques, par leur addition, obligatoirement, ils vont faire 22, mais pour les différencier chacun, donc déjà, ils ont chacun un nom, une fonction différente, mais on va calculer nous, ce qu'on appelle leur tyrolienne, c'est-à-dire leur différence. Donc, si on fait 17 moins 5, pardon, puisque l'étoile, c'est l'arcane de valeur 17, et le pape, c'est l'arcane de valeur 5. Donc, en addition, ça fait 22. Mais si on fait la différence, ça nous donne 12. Donc, 12, c'est l'arcane du pendu. Et l'arcane du pendu, dans le tarot, c'est l'arcane vraiment, le référent transgénérationnel. Donc, ce champ magnétique nous parle déjà de quelque chose à venir guérir, à venir sauver au niveau du transgénérationnel. Et on remarque que au moment de la rencontre de Cosima Wagner et de Cosima Litz, pardon, puisqu'elle n'était pas encore Cosima Wagner. Au moment de leur rencontre, j'ai fait un lapsus du coup que je trouve qui est extrêmement parlant parce que même au moment où elle le rencontre, c'est déjà une Wagner en fait, en quelque sorte. Oui, Donc mais au c'est pas leur. moment, Attends, cette date-là, c'est pas leur rencontre, c'est la date de la première fois qu'elle devient sa maîtresse. ah, ok, donc du coup, enfin, je ne veux pas dire que pour moi C'est c'est un quand peu la tout est même chose. perdu. On va dire que tout est perdu ce jour-là. Voilà. Donc, la première fois qu'ils consomment, qu'ils actualisent en fait leur relation, eh bien, on voit que dans l'étoile de Cosima, au poste 8, il y a le pendu. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose au niveau transgénérationnel qui vient se mettre en route, d'autant plus qu'elle est en P7 sur une année ermite, et l'ermite représente les ancêtres. Donc là, à ce moment-là, elle est vraiment sur une énergie de quelque chose qui se passe pour remettre quelque chose à l'endroit au niveau de l'histoire de toute une lignée. Alors, il y a quelque chose aussi de très, très intéressant entre ce poste 7 et ce poste 8, c'est enfin, dans tous les cas, on les additionne toujours pour donner en fait des éléments supplémentaires sur cette année-là. Donc, si on additionne un 12, puisque le pendu, c'est l'arcane 12, et le 9, qui est l'ermite, 12 et 9, ça nous fait 21. Et 21, c'est l'arcane du monde, c'est l'aboutissement. C'est en fait le dernier arcane numéroté du tarot. Donc, on arrive sur quelque chose où, voilà, tout est en ordre. Et le monde, c'est l'arcane que Cosima a au poste 16, c'est-à-dire, je ne veux pas dire le poste le plus important, parce que tous les postes sont importants, et puis au-dessus du poste 16, il y a encore, j'allais dire, un autre poste, c'est-à-dire le poste 17, un poste de guérison. Mais le poste 16, il est fondamentalement important puisque c'est le seul poste de l'étoile évolutive qui prend en compte toute votre identité, c'est-à-dire prénom, nom de naissance plus date de naissance. Donc, l'arcane que vous avez au poste 16, c'est vraiment celui qui vous représente dans votre entièreté. Et le pendu, qui est l'arcane 12, donc comme je vous disais, l'arcane du transgénérationnel, euh, alors un des premiers travaux du transgénérationnel, c'est de venir inverser les douleurs, les inaboutis, les secrets, les souffrances qu'ont pu vivre nos aïeux. Donc dans le travail transgénérationnel, il y a une proposition d'inversion des choses et nous voyons que de ce 12 du poste 8, si on l'additionne
à l'ermite du poste 7, ça devient un monde, c'est-à-dire l'arcane 21. Et déjà, entre le 21 et le 12, rien qu'au niveau numérique, vous voyez qu'il y a une inversion. Et en fait, le monde, ça représente l'individu quand il a réussi, enfin, c'est cette notion d'aboutissement, quand l'individu a réussi à renverser son histoire transgénérationnelle, c'est-à-dire venir mettre de la vie là où il y a eu de la mort, venir mettre de la lumière là où il y a eu des ombres. Donc, par cette notion-là, déjà, on sent que leur rencontre, elle était évidemment prédestinée et elle était sans doute l'appel de toute une lignée. Alors, on voit P10 et P11 identiques. Alors, ça peut arriver. Enfin, c'est pas arrivé que à Cosima et à Richard Wagner. Euh, mais vous allez voir que le poste 12, alors, le poste 12 chez Cosima List, c'est un mat et le poste 13, c'est un chariot. Et nous remarquons que avec le nom de Cosima Wagner, eh bien, ça fait exactement l'inverse. Alors, en sachant que le poste 12, c'est l'addition des consonnes et le poste 13, c'est l'addition des voyelles. Donc, ça veut dire que il y a- qu'on prenne le nom de Cosima Liszt ou qu'on prenne le nom de Cosima Wagner, on aura dans tous les cas un mat ou un chariot. Le poste 12, c'est la vie professionnelle. Le poste 13, c'est la vie amoureuse. Donc, on voit comme s'il y avait une inversion, justement, enfin, la même énergie, mais les arcanes changent de place. Le poste 14, bien évidemment, est identique. Bon, ça, on va dire que c'est normal puisque le poste 14, c'est l'addition du poste 12 et du poste 13. Donc, vu que c'est les mêmes arcanes, mais voilà, pas au même poste, c'est normal. Le poste 15, bien sûr, c'est absolument normal qu'il soit identique parce qu'il représente le prénom. Et le poste 16, eh bien, voilà, ça suit cette notion logique aussi qu'il soit identique, puisque dans son étoile, que son nom de famille soit Litz ou que son nom de famille soit Wagner, eh bien, nous retrouvons exactement les mêmes arcanes. Donc, ça nous montre à quel point aussi leur destin était profondément lié. Alors, un petit élément aussi par rapport, Catherine vous a beaucoup parlé voilà, de son côté anticonformiste, hein, de sa vie particulièrement novatrice, parce que si on se remet dans le climat de l'époque, eh bien, vivre sa vie amoureuse comme elle l'a vécue, c'était quand même voilà, particulièrement précurseur. Et ça, on le trouve complètement avec son P5, donc qui représente notre trajectoire de vie, avec une roue de fortune, puisque la roue de fortune, c'est par essence l'arcane des novateurs. On retrouve cette roue de fortune au poste 6, juste à côté. Et le poste 6, c'est en fait l'énergie qu'on doit utiliser pour être pleinement à notre place. Donc en fait, plus elle était novatrice, plus elle écoutait véritablement son instinct de la force du poste 14 et son instinct aussi, bien sûr, de ces trois chariots, qui sont des arcanes très, très instinctifs, et bien plus elle était pleinement dans son élément. Alors, je vais vous donner juste pour terminer un arcane secret. Donc, un arcane secret, c'est l'addition de deux arcanes en poste. Donc, si on additionne la roue de fortune, qui est l'arcane 10 de P5, plus la roue de fortune de P6, eh bien, ça nous fait 20, puisque la roue de fortune, c'est 10, donc 10 plus 10 égale 20. 20, c'est l'arcane du jugement, donc il va indiquer plusieurs choses, c'est-à-dire qu'elle est passée au-delà du jugement de la morale, au-delà du jugement de tout ce que chacun pouvait dire euh, de son choix affectif. Et puis aussi, surtout, le jugement, c'est l'arcane de la musique, puisque c'est le seul arcane qui présente un instrument de musique. Pour ceux qui connaissent le tarot, vous pouvez visualiser en fait cet arcane du jugement, c'est-à-dire cet ange avec ce clairon. Et donc, par ce fait-là, eh bien, voilà, ça représente la musique
qui illustre aussi particulièrement la vie de Cosima Wagner. Donc, si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai pu expliquer, eh bien, n'hésitez pas. Et puis, pour information aussi, voilà, je partage le fait que le samedi 20 janvier, donc, c'est-à-dire dans un petit peu plus d'une semaine, eh bien, il y aura un module fondamental. Le module fondamental, c'est le premier module de l'étoile évolutive. C'est le module un petit peu indispensable pour justement pouvoir rentrer en résonance avec tous les postes et le fonctionnement de l'étoile évolutive. Et puis, à l'issue de ce module, vous avez toute une proposition de modules différents tels que le module karmique, le module transgénérationnel, le module annuel d'événements. Voilà, selon vos affinités, après, vous avez la possibilité de suivre le ou les modules de votre choix, mais bien sûr, pour comprendre le fonctionnement de l'étoile, eh bien, le premier module, il est fondamental, comme son nom l'indique. Donc, si vous avez des questions par rapport à l'étoile en général ou l'étoile de Cosima Wagner, ben, n'hésitez pas à pouvoir les poser. Catherine, tu voulais ajouter quelque chose sur l'étoile de... Moi, je voulais dire, mais j'espère que ce n'est pas une bêtise, mais je crois bien que non. Le module fondamental, donc vous allez apprendre les bases, comme on a fait maintenant sur Cosima, mais on prend vos propres étoiles. Oui, C'est bien comme ça sûr. qu'on apprend le mieux. Comme quand on fait les thèmes, on apprend l'astrologie, on regarde son thème. Hein. Évidemment, Bon, plus, on est plus intéressé et on retient beaucoup mieux. Donc, pour le module complètement. fondamental, on prend vos étoiles. À chaque module, pour moi, il est fondamental de travailler sur vos propres thèmes. Puisque voilà, comme Votre le dit étoile. Catherine, c'est comme ça, oui, vos propres thèmes étoiles, en fait. Parce que, alors, c'est comme ça que ça résonne le plus et qu'on peut vraiment comprendre le processus de l'étoile. Donc, généralement, pour les modules, je prends 4 à 5 participants pour vraiment voilà, avoir une qualité de présence pour chacun. Alors, j'ai vu... euh, Alors, comment nous avons élaboré cette méthode? Alors, ben, je dirais que c'est notre balance qui nous a soufflé cette méthode. Donc, cette méthode, elle a été créée par Catherine et moi. Et en fait, nous, ce qu'on aime, c'est réunir les choses, réunir les gens ou réunir les disciplines. Donc, nous sommes passionnés d'astrologie, mais aussi passionnés de numérologie et de tarot. Et donc, en fait, nous avons je dirais réfléchi un bon nombre de temps. Et puis, à un moment donné, les choses sont apparues un petit peu comme une évidence de se servir de la numérologie, qui est en fait la base de l'étoile. Mais par contre, d'une numérologie à 22 nombres, donc ça serait plus le tarot de Chrysadar, c'est-à-dire de prendre le tarot à la numérologie, pardon, à 22 nombres, et puis de faire correspondre les éléments de la numérologie en mode tarot. En distinguant bien d'un côté ce qui est donné par la date de naissance et d'un autre côté ce qui est donné par l'identité, qui va être une partie qui nous permet de beaucoup travailler le transgénérationnel. Hum. Je répondais à cette question puisque c'est voilà, Michel qui posait cette question. Pour revenir sur les thèmes entre Cosima Litz et Cosima Wagner, qui sont pas en miroir, mais presque, hein, Oui. est-ce que vous avez déjà trouvé des cas similaires? Non, 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 jamais. On était Les thèmes avec d'étoiles évolutives, tu veux dire, ou d'astral? Oui, oui, évolutif. Lesquels? Ah, Étoile. évolutives, oui. Étoile, Alors, étoile évolutive, oui.
On peut trouver, on a déjà trouvé, bien sûr, des P10 et P11 identiques. Ou alors, ce qui est très intéressant aussi, des P10 et P11 inversés. C'est-à-dire que ça serait inversé si le nom de famille Wagner avait l'étoile au poste 10 et le pape au poste 11. C'est le même champ magnétique, mais inversé. Donc voilà, ça, c'est arrivé, je ne veux pas dire fréquemment, mais voilà, c'est arrivé. C'est pas extraordinaire. C'est par contre très indicateur d'un transgénérationnel commun, hein, bien évidemment. Mais par contre, ce qui est absolument, je dirais, bluffant, époustouflant, c'est d'avoir ce poste 12 et ce poste 13, les mêmes arcanes. Ce que Cosima Litz. Inversé. Ouais, inversé en fait. Et en sachant que l'un représente le professionnel, l'autre représente le cœur, on voit à quel point ça, voilà, ça se mélange. Et donc pour le coup, comme c'est les mêmes arcanes, même s'ils sont inversés, ça nous donne tout le reste, P13, P14, P16 et du coup P17, bah, identiques. Donc on a presque envie de dire que enfin, elle résonnait déjà sur l'énergie des Wagner en s'incarnant dans la famille Litz. Donc, il y avait déjà vraiment un destin commun. Un destin Alors, exceptionnel. Marilyn pose une question extrêmement intéressante. Que signifie l'étoile P11 chez Cosima? Le féminin, laver les mémoires de souillure. Donc, effectivement, en P11, c'est toujours ce qui a manqué à notre lignée. Et quand nous avons une étoile en P11, eh bien, c'est que le féminin n'a pas pu être épanoui comme il le souhaitait. Donc, par rapport à ce que Catherine vous exprimait, ben, par rapport à la vie de sa maman, et très certainement que ça remontait sur d'autres générations. Mais par contre, ce qui est très, très intéressant, c'est quand dans une étoile, l'arcane que nous avons en P11, c'est-à-dire ce qui a manqué à notre lignée, eh bien, on le retrouve ailleurs. Ce qui est le cas de Cosima, on retrouve une autre étoile. Donc, l'étoile, c'est l'arcane 17, et on retrouve l'arcane 17 en P17. C'est-à-dire que là, c'est le même système astrologique, c'est comme si nous avions une planète en domicile, en fait. Hein. On a l'arcane 17 qui est en poste 17, donc cette étoile, euh, elle est absolument extrêmement puissante pour venir guérir, puisque l'étoile, c'est un arcane de guérison, pour venir guérir ce qui a manqué à s'aligner. Et ce qui a manqué à s'aligner, c'est l'épanouissement du féminin, effectivement. Et donc la confiance. En tant Oui, que femme, la confiance, ça va aussi complètement. avec l'étoile. Et l'abandon, même, on pourrait dire, hein, l'abandon au plus haut. Alors, quand elle est là-haut, forcément, on s'abandonne à la puissance divine. Et puis là, ben, ça a manqué. On pourrait dire ça. Ben, ouais, moi je pourrais dire, elle s'est abandonnée totalement à Dieu et son Dieu c'était Richard, quoi. Alors, quand elle l'a accusé d'adultère, il en a fait une crise cardiaque. C'est dire s'il avait mauvaise conscience. Il en est mort. Ça, c'est pas drôle. Il en a fait une Non, crise cardiaque. Elle devait être une furie. Son monde, c'était complètement. Et oui, elle est arrivée là dans la pièce comme une furie. Là, c'était pas possible. ça a dû ajouter énormément de culpabilité, hein, en sachant que l'arcane du jugement, alors l'arcane du jugement, elle l'a pas dans son étoile, mais elle l'a en arcane secret, et notamment l'addition de ces deux roues de fortune, elle a dû avoir une culpabilité monstrueuse. Hum. Hein? Et avec ce premier module, vous fournissez un logiciel, c'est ça? Je viens de le regarder sur votre site. Oui, tout à fait. Alors, le premier module comprend effectivement l'après-midi donc, de formation. Il va comprendre de nombreux documents. Donc, il va comprendre, et le logiciel, hein, puisque c'était votre question, effectivement, le logiciel de calcul qui s'utilise de manière très simple. Il suffit de rentrer dans les cases le prénom, le nom, la date de naissance et vous cliquez sur étoile et là vous avez l'étoile évolutive qui apparaît effectivement. Donc dans le premier module, vous avez le logiciel, le support de cours bien évidemment, le livret tarot et
voilà, quelques documents qui vont vous faciliter l'apprentissage de l'étoile. Alors, le module fondamental est de 90 euros. Puisque je viens de voir la question de Barbara qui me dit quel est le coût, voilà, de ce module. Le module fondamental est de 90 euros. Et vous donnez aussi la méthodologie de calcul indépendamment du logiciel. Bien sûr, complètement. Ça fait partie de la formation. Pour expliquer chaque poste, on vous explique comment on calcule ces postes. Vous avez effectivement le logiciel qui vous permet de le calculer en un clic, mais vous avez bien sûr la fonction de chaque poste et son mode de calcul, bien sûr. Oui, je dis ça parce qu'en Human Design, j'ai pas trouvé la méthode de calcul complète. Il y a plein de logiciels, mais pas. Alors, c'est vrai que je m'intéresse beaucoup à l'Human Design, qui est un outil voilà, Oui, assez intéressant. Et je me suis posé la question effectivement sur leur mode de calcul que je n'ai jamais compris. oui, Euh, voilà. mm. Il y a Non, des non, bouts d'explications dans des livres, mais j'ai l'impression que c'est pas complet. ouais, Là-dessus, avec Nathalie et Catherine, ils vous vendent la piscine et puis ils vous apprennent à nager en même temps, hein. Et le D'accord. maillot de bain. Et ils fournissent le maillot de bain même, voilà, c'est ça. Et est-ce qu'on a accès au replay du module oui, tout à fait. D'accord, Pendant, comment dire, le module, j'enregistre et je transmets bien sûr l'enregistrement parce que bah, vous avez vu, j'ai tendance à parler un petit peu vite. Enfin, là, parce que j'avais beaucoup de choses à vous dire et que je voulais pas prendre trop de temps. Euh, mais en sachant que bien sûr qu'en module, je parle moins vite, qu'on peut m'interrompre, qu'on peut me poser des questions et que dans tous les cas, bien sûr, vous avez, dès que le module est terminé, je vous envoie l'enregistrement. enfin, là, c'est pas tellement la vitesse de débit, c'est que comme on connaît pas la méthode, la signalisation des postes, bon, c'est difficile Bien sûr. de suivre. Voilà. Et c'est pour ça que quand c'est nouveau, c'est important de parler plus lentement. Et Et- dans vos livres, il y a aussi la méthodologie. Enfin, oui, tout à fait. Tout à fait. et est-ce que vous faites comment dire, les thèmes des participants? Enfin, quelle est votre méthodologie pédagogique? Comme vous dit Catherine, en fait, lors de la formation, moi, je place en PowerPoint les 5 étoiles de chacun des participants. D'accord, Mm. C'est sur votre étoile que vous travaillez en fait, parce que c'est ce qui nous semble le plus résonnant, le plus facile d'apprentissage. Dans nos formations astrologiques, on fait exactement la même chose. On part du thème astrologique des participants et pour l'étoile, on parle de leur étoile. Parce d'accord. que, parce que de parler d'une personnalité, bon, bah, c'est très très bien puisque ça permet de voir le fonctionnement de l'outil, mais il n'y a rien de mieux que notre propre thème ou notre propre étoile. D'ailleurs, si on faisait Napoléon, on voit tout de suite, c'est humain, on fait, ah ben et moi, qu'est-ce que ça fait? Et moi, qu'est-ce que ça fait? Ouais, C'est normal, hein. On regarde, même en astrologie, on va faire de la théorie, Vénus en Capricorne, qu'est-ce qu'elle donne? Alors les gens vont vite regarder où ils ont leur bien Vénus. sûr. Ah, puisque tu parles de Napoléon, c'est assez voilà, sympathique à relever, c'est qu'au poste 13, qui est le poste vraiment qui correspond au chakra cœur, qui est le centre de notre être, Napoléon a l'arcane de l'empereur. Oui. Ça ne s'invente pas. Et quel est le lien entre l'étoile évolutive et l'astrologie? Ça me paraissait pas On très vient Alors, de le clair. faire. On vient de le faire. Oui, mais parce que, par exemple, il y a 10 cartes qui font le cercle de mémoire, et donc il y a oui. 12 signes. Donc c'est pour ça, je Alors, voyais pas. Oui, en fait, on- pour les personnes qui ont déjà fait 2, 3 modules d'étoiles évolutives et pour les astrologues, on fait un module, euh, l'astrologie étoilée, on appelle ça. C'est-à-dire qu'on étudie votre thème astrologique et votre étoile évolutive. Et dans nos élèves, nous avons quasiment, enfin la majorité d'astrologues. Et ils nous disent que lorsqu'ils font un thème astrologique, même s'ils ne le disent pas forcément à leurs consultants, ils font l'étoile.
pour eux, parce que ça va venir nous confirmer, nous apporter des précisions. Les deux outils, en fait, sont vraiment une merveille à fonctionner ensemble. Donc, par exemple, sur le module de l'astrologie étoilée, il y a toute cette notion d'analogie planète arcane. Par exemple, l'étoile est en lien avec Neptune, le chariot est en lien avec Mars. Enfin voilà, il y a tout, et donc bien évidemment, avec les explications qui vont avec. Il y a une complémentarité entre les deux qui est extrêmement riche. D'ailleurs, pour Cosima, j'ai trouvé aussi intéressant toute la partie intuitive, instinctuelle qu'il y avait chez Cosima, qui est moins ressortie dans le thème, mais qui est bien ressortie dans l'étoile évolutive. C'est ça, en fait, les deux outils se complètent. Alors, celle du 20 janvier, c'est une formation en ligne. Ouais, effectivement, c'est une formation par Zoom. Donc, ce qui veut dire aussi que où que vous soyez, eh bien, c'est possible. C'est pas seulement pour les personnes de ma région. Bien, ben écoutez, je pense que nous avons fait le tour. Voilà. Merci. Merci Ah, beaucoup. Encore une fois, c'était une belle découverte, enfin un bel approfondissement en tout cas. Euh, le prochain atelier, c'est le 15 janvier, le 15 février, je crois. Pour Voilà. Verseau. Pour du verso, est-ce qu'on a déjà le nom du verso? Oui, 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 c'est Colette, l'écrivain Oh, Colette. C'est magnifique. un cas facile. Elle a une nouvelle lune, enfin une conjonction Soleil-Lune en Verseau, mm. donc très Verseau. Ah, donc, ben, voilà, ça va être un bel exemple Et en plus. pareil, comme Cosima, mais dans un autre genre, une vie très, très hors norme, elle aussi, Oui, justement. Ah oui, que ce soit en tant qu'écrivain ou en tant que femme, il y a énormément, elle a une vie très riche, c'est clair, Mm. Oui, oui, c'est clair. voilà. Bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Mais merci à Merci vous. beaucoup. Ben, bonne continuation. Je pense qu'on a encore plein d'autres possibilités d'avoir des rendez-vous. N'hésitez pas à vous inscrire au module fondamental pour le mois de janvier. Vous allez voir, c'est passionnant aussi. et Et puis, n'hésitez pas à nous envoyer un mail si vous avez besoin de renseignements supplémentaires. Il n'y a aucun souci, c'est avec plaisir qu'on vous répondra. merci beaucoup. Prenez soin de vous et à Merci à bientôt. vous. Au Merci, revoir. belle soirée.